Bonsoir à tous. Bien, écoutez, il est 18h02. Bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire de mobilisation sur l'élimination du dioxyde de carbone en France. Ce webinaire qui est présenté par OpenAir, Zenon et Carbon Gap ce soir. Donc, je m'appelle Karim Ramani, je suis cofondateur de Carbon Impact, qui est une société spécialisée dans le domaine. Mais je m'adresse à vous ce soir en tant que membre du collectif OpenAir. Donc, OpenAir, c'est une organisation de bénévoles qui œuvre à la promotion de l'élimination du dioxyde de carbone à l'international et en France à partir d'aujourd'hui. Donc l'idée est de faire en sorte d'expliquer et d'éclairer le débat public sur cette méthode importante de lutte contre le changement climatique et également de favoriser l'émergence de lois, d'initiatives législatives. Et donc OpenAir a été à l'origine d'un certain nombre de lois aux États-Unis et est présent aujourd'hui en Europe de plus en plus. Donc, pour très brièvement présenter le sujet de notre webinaire ce soir, donc on va parler d'élimination du dioxyde de carbone. Alors, de quoi il s'agit? En fait, il s'agit d'abord et avant tout d'une méthode de lutte contre le changement climatique. Donc, il y a un consensus aujourd'hui scientifique sur le fait que ces méthodes sont nécessaires pour limiter les pires effets du réchauffement climatique. C'est un consensus qui a été rappelé dans notamment le rapport du GIEC d'avril 2022, et donc il y a une nécessité de déployer ces méthodes à l'échelle, et on parle de plusieurs gigatonnes dans le monde à horizon 2050. Alors, de quoi on parle quand on parle d'élimination de dioxyde de carbone? En fait, c'est des méthodes qui consistent à dépolluer l'atmosphère, donc à capter des molécules de CO2 qui sont dans l'atmosphère, qui contribuent à réchauffer le climat, et à les mettre dans des puits de carbone. Donc, c'est très schématique, on va vous expliquer tout ça plus en détail, mais en gros, c'est une méthode de dépollution atmosphérique, et elle doit être déployée massivement. Et on pense, par ailleurs, que la France doit jouer son rôle dans cette... on est convaincu que la France doit jouer son rôle dans le déploiement de ces méthodes, à la fois en France et l'international, en fait, parce qu'il y a un besoin de déployer l'élimination du carbone, et il y a également un impératif climatique et un impératif moral pour la France, qui est un ancien pays industriel, qui a donc bénéficié historiquement des énergies fossiles. Mais on pense également, et on est convaincu que c'est une opportunité économique, on a des atouts en France par notre géographie, par notre tissu industriel, nos compétences, nos chercheurs, à prendre une part significative dans ce qui va devenir une filière économique majeure. Donc, pour éclairer tout ça et parler de tous ces sujets et partager notre conviction, et puis vous convaincre et également vous appeler à nous aider à mobiliser les décideurs politiques et l'opinion publique sur le sujet, on a assemblé un panel d'experts pour en parler plus en détail. Donc, on va avoir notamment Greg de Temerman, directeur exécutif du think tank Zenon, qui va commencer par dresser un tableau général de ce qu'est l'élimination du carbone et voilà quel rôle a cette méthode dans la lutte contre le changement climatique. Ensuite, on a le plaisir d'accueillir Cara Maessano ainsi que Benjamin Tinck, qui vont dresser un panorama à la fois réglementaire et technologique de ce qui se passe en termes d'élimination du carbone dans d'autres pays du monde. Donc, Cara est lead en méthode géochimique d'élimination du carbone au sein de RMI, également connu anciennement sous le nom de Rocky Mountain Institute, et Benjamin Tinck est lui associé fondateur du startup studio Marble, et il est également membre du conseil d'administration de l'ONG Carbon Gap. Et ensuite, Sylvain Delers, qui est lui responsable France de l'ONG Carbon Gap et qui est doctorant au CNRS en stockage chimique du CO2, va dresser et rappeler en fait le contexte législatif en France, notre stratégie énergie-climat, et vous donner une proposition, une vision de ce que peut être et quel type d'ambition la France peut se donner dans le domaine de l'élimination du carbone. Donc, on va faire en sorte d'avoir un événement interactif ce soir. Vous aurez l'occasion de poser vos questions dans le chat. Donc, s'il vous plaît, il y a une section Q&A, questions et réponses. Donc, utilisez cette section plutôt que la discussion pour poser vos questions. Et on gardera un espace à la fin du webinaire de 15 ou 20 minutes pour essayer de répondre à un maximum de vos questions. Et puis, vous indiquer comment vous pouvez nous aider dans cette mobilisation qu'on espère démarrer dans notre pays. Voilà, donc après ces quelques mots, il ne me reste plus qu'à passer la parole à Greg pour commencer à adresser le panorama général sur ce qu'est l'élimination du carbone. Notez aussi par ailleurs que ce webinaire sera enregistré, donc vous pourrez le consulter et un lien sera transmis suite à l'événement. Bonne écoute à tous. Au sujet de quoi on parle quand on parle d'élimination du carbone atmosphérique, le principe, ce que c'est, ce que ce n'est pas, parce que c'est extrêmement important de bien comprendre de quoi on parle, et l'importance que ça aura dans la lutte contre le changement climatique. Vous aurez ensuite des présentations un petit peu plus détaillées, et je pense que c'est extrêmement important de bien comprendre de quoi on parle, de l'importance et aussi du rôle que ça aura dans le futur.
Si on prend la définition que nous donne le GIEC dans son dernier rapport d'évaluation, le 6e rapport d'évaluation publié cette année, l'élimination du carbone atmosphérique est définie comme l'ensemble des activités humaines qui visent à retirer du CO2 de l'atmosphère et à le stocker durablement dans des réservoirs géologiques, terrestres ou océaniques ou dans des produits. C'est un terme qu'on retrouve souvent en anglais sous le terme de carbon dioxide removal, donc CDR, et qui est souvent utilisé en France, en tout cas, sous le terme d'émissions négatives, puisqu'on le verra, ça implique d'avoir l'inverse de ce qu'on pourrait avoir sur des émissions classiques de gaz à effet de serre. Si on regarde un petit peu les scénarios climatiques et notamment ce qu'il faut faire pour rester sous les 1,5 degrés, qui est l'objectif des accords de Paris, de l'accord de Paris sur le climat, on est environ en 2022 à 45 milliards de tonnes de CO2 qui sont émises annuellement dans l'atmosphère et qui réchauffent le climat bien trop rapidement. Pour rester sous les 1,5 degrés, il faudrait atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone d'ici 2050, c'est-à-dire d'arriver à un point où on n'ajoute plus une seule molécule de CO2 dans l'atmosphère pour stabiliser la température. Ça implique de diviser les émissions par 2 à peu près d'ici 2030 et d'arriver à 0 en 2050. La priorité et la première action à faire, c'est évidemment de réduire les émissions extrêmement rapidement, mais ce que vous voyez sur cette courbe, c'est que assez rapidement, vous avez une partie rose qui s'ajoute en négatif, donc l'axe ici sera 0, puisqu'au fur et à mesure, il va falloir être capable d'enlever du CO2 qui a été dans l'atmosphère. À quoi ça va servir? En premier lieu, à compenser les émissions résiduelles. Vous pouvez penser aux secteurs difficiles à décarboner, l'aviation, l'industrie, certaines industries lourdes, des choses qui vont être extrêmement difficiles à décarboner, notamment à l'échelle d'ici 2050. Donc l'élimination du carbone atmosphérique permet à la fois de contribuer à la baisse des émissions, mais surtout à terme de compenser les émissions résiduelles. En troisième phase, à plus long terme, ça permettrait d'avoir une phase dite à émissions nettes négatives, qui permettra de diminuer la quantité de CO2 dans l'atmosphère et qui permettrait de compenser un overshoot. C'est avec beaucoup des scénarios climatiques se basent sur une estimation de température à 2100 et beaucoup de scénarios prévoient une température qui excède les 1,5 degrés, qui revient vers 1,5 degrés vers la fin du siècle, et ça n'est possible que si on enlève du CO2 de l'atmosphère. Ce qui est important de garder en tête, c'est que au premier ordre, le niveau de réchauffement climatique est directement proportionnel à la quantité de CO2 qu'on ajoute dans l'atmosphère. Si on regarde ce que nous dit le GIEC sur ce sujet dans son dernier rapport, c'est que pour tenir les engagements climatiques, on a besoin d'élimination du carbone atmosphérique. C'est un fait. Tous les scénarios qui restent à 1,5 degré contiennent une certaine quantité d'élimination du carbone. Si on regarde l'ensemble des scénarios considérés par le GIEC pour rester sous 1,5 degré, c'est entre 5 et 16 milliards de tonnes de CO2 éliminées par an d'ici 2050. Ce sont donc des quantités qui sont gigantesques et qui varient fortement en fonction de notre capacité à baisser les émissions. Plus on baisse les émissions rapidement, plus ce chiffre tend vers la limite basse, mais qui reste quand même assez énorme, sachant qu'on est à peine à quelques millions de tonnes éliminées par an. Ce qui est extrêmement important de comprendre aussi, c'est de quoi on parle et de quoi on ne parle pas, puisqu'il y a souvent une petite confusion dans les termes qui sont utilisés. Il est notamment important de faire la distinction entre l'élimination du carbone atmosphérique, on va prendre du CO2 de l'atmosphère et aller le stocker, et ce qu'on va appeler la captation du carbone, qui est un processus assez différent. Ce qu'on fait à l'heure actuelle de façon assez efficace, c'est qu'on brûle à peu près 15 milliards de tonnes de pétrole, gaz et charbon par an. Cette combustion donne principalement du CO2 qu'on émet dans l'atmosphère et qui réchauffe le climat. Le principe premier de l'élimination du carbone atmosphérique, c'est de faire le processus inverse, de prendre du carbone de l'atmosphère et d'aller le mettre dans des puits de carbone. Pour ça, on va avoir deux conditions. On va avoir la première qui est que le CO2 doit avoir été capturé dans l'atmosphère, dans la partie supérieure des océans, et qu'ils doivent être stockés de manière durable pour ne plus être relâchés dans l'atmosphère. Ce qui est important de comprendre, c'est que le changement climatique vient principalement du fait qu'on utilise du carbone stocké de façon géologique, qui a été maturé pendant des millions d'années, qu'on le brûle et qu'on le relâche dans l'atmosphère, et donc à long terme, ce qu'on voudrait faire, c'est l'exact inverse, c'est enlever une partie de ce CO2 et le restocker de façon géologique dans l'atmosphère, dans différents réservoirs. Si on parle maintenant de CCS ou de CSC en français, donc capture et stockage du carbone, qui va être un procédé assez différent, puisque ce qu'on va essayer de faire dans ce cas-là, c'est de capturer du carbone directement au point d'émission. On peut penser à la cheminée d'une centrale à charbon ou une centrale à gaz, pour aller le stocker de façon durable. Ce qui va se passer alors, c'est que
on a juste, entre guillemets, une baisse des émissions, puisqu'on installe un système sur une unité existante et on diminue c'est la quantité émise, mais on n'a pas retrait du carbone de l'atmosphère. Donc, c'est une mesure de réduction d'émissions et pas de réduction du CO2 atmosphérique. La troisième chose qui va être importante, c'est un mix un petit peu, c'est qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a capturé du carbone, que ça soit dans l'atmosphère ou à la sortie d'une usine, c'est de le réutiliser dans des produits. Et ce stockage en général est à court terme, mais peut dans certains cas donner lieu à des émissions négatives si le carbone a été stocké a été récupéré dans l'atmosphère. Donc, extrêmement important de faire la différence entre les deux voies principales. Celle dont on va parler principalement ce soir et uniquement ce soir, c'est vraiment d'aller récupérer du CO2 dans l'atmosphère. Il est très peu concentré dans l'atmosphère et c'est un défi d'aller le récupérer et d'aller le stocker dans différents types de réservoirs. Quels sont les critères qu'il va falloir prendre en compte si on veut regarder les émissions négatives? Pour ceux qui ont suivi un petit peu ce qui s'est passé sur le marché du carbone en termes de compensation, il y a eu énormément de problèmes sur la qualité des projets. Et donc, il est extrêmement important dans le futur, et on en reparlera dans la suite de ce webinaire, de s'assurer de ce qu'on fait, de la qualité des projets qui vont être déployés. La première chose qui est extrêmement importante, c'est de s'assurer qu'on a effectivement une élimination nette de CO2, et donc que le procédé est net négatif, c'est-à-dire que si on prend l'ensemble du cycle de vie d'un procédé donné, qu'on ait effectivement une réduction de la quantité de CO2 dans l'atmosphère par l'application de ce projet. Le deuxième point qui est extrêmement important, c'est ce qu'on appelle l'additionnalité, le fait que le projet en question n'a été fait que pour l'élimination du carbone. Dit autrement, le projet n'aurait pas été fait s'il n'y avait pas eu, enfin, le projet ne se serait pas passé s'il n'y avait pas eu ce projet-là. Ça peut sembler un petit peu spécifique, mais c'est vraiment extrêmement important de s'assurer qu'un projet soit vraiment quelque chose qui soit ajouté à ce qu'on aurait pu faire en baseline et que ce soit pas juste une façon de retaguer quelque chose. Un autre point de vue intéressant va être la durée de stockage. Selon les procédés, qu'on stocke du carbone dans une forêt ou qu'on aille le stocker dans un réservoir géologique, les durées de stockage ne vont pas être les mêmes. Et donc, on va avoir des questions de permanence, c'est-à-dire combien de temps on peut stocker le dioxyde de carbone dans différents endroits. Et aussi le risque de réversibilité, puisque si on imagine par exemple encore une forêt, on a eu énormément d'incendies de forêt en France cette année, c'est du carbone qui est stocké, mais vous avez la possibilité qu'il soit relâché sur certains types d'événements. Donc, si on regarde un peu l'ensemble des méthodes qui peuvent exister pour capter du carbone, on va avoir des durées de stockage qui peuvent aller de quelques années à des centaines de milliers d'années. La question, c'est d'être le plus permanent possible et d'éviter les risques de relâchement. Un quatrième point qui va être extrêmement important, c'est la capacité à vérifier ce qui est effectivement éliminé. C'est ce qu'on appelle le process de MRV, mesure, rapport et vérification. Donc, comment on s'assure qu'on mesure correctement la quantité de CO2 qui a été enlevée, comment c'est rapporté à des autorités de contrôle et comment on peut s'assurer que c'est bien le cas, qu'il n'y a pas de taux de fuite, etc. Ensuite, des choses qui vont être extrêmement importantes pour la mise à l'échelle, parce qu'il faut passer de quelque chose où on a quelques millions de tonnes par an d'éliminés à quelques milliards de tonnes par an d'éliminés d'ici une trentaine d'années. Ça va être la capacité de chaque type de méthode, la capacité maximale, donc combien de milliards de tonnes on peut capturer par une méthode donnée, sachant qu'il faut penser l'élimination du carbone comme un ensemble de méthodes, il n'y aura pas une solution miracle. Il y a la question du coût des différentes techniques qui ne sont pas toutes les mêmes. En général, on essaye de viser des techniques qui vont pouvoir descendre sous les $100 à la tonne. Et ensuite, il y a toutes les externalités. Combien d'énergie est nécessaire à un process donné? Combien d'eau? Quel est l'usage des sols? Est-ce que ça vient en compétition? Est-ce qu'il pourrait y avoir des freins réglementaires ou des freins de sécurité, etc., qui pourraient ralentir la mise à l'échelle de ces différents procédés? Voilà pour cette partie. Merci Karim, je te rends la parole. Ouais. Écoute, merci Greg pour ce topo. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions dans la section questions et réponses. N'hésitez pas à vous manifester. Et puis du coup, pour la prochaine section, je passe la parole à Cara et Ben pour un panorama technologique et réglementaire international. Bonjour. Attendez, OK. Bonjour. Je veux dire quelques exemples de déploiement d'élimination du carbone atmosphérique. Voici un panorama pour expliquer toutes les méthodes qu'on peut utiliser pour retirer le carbone de l'atmosphère. Dans cette image, il y a des forêts, il y a des agriculteurs, il y a aussi des méthodes
Ici, je sais pas si vous pouvez voir le petite flèche. Oui, ok. Ouais, on la voit bien, Oui, Carole. ok, bon. Euh, oui, il y a des solutions plutôt technologiques et aussi les approches plutôt euh, naturelles, mais il y a bien sûr des méthodes qui utilisent les deux. Il y a de nature, mais c'est renforcé un petit peu avec de technologie. Euh, ok. Aussi, c'est un sommaire à toutes les méthodes, presque toutes les méthodes. Euh, je, je sais que vous pouvez pas lire chaque boîte, mais on a des méthodes, des façons reforestation. Aussi, on peut garder le carbone dans les sols. Euh, il y a plein des carbones dans les sols. Aussi, on peut pyrolyser le biomasse et et stocker le carbone. C'est pas permanent, mais il y a la durée de stockage est plus long que si ça reste sans pyrolyser. Désolé. Euh, et, et on peut aussi capturer le carbone direct de l'atmosphère avec des machines. Et aussi, il y a plein de méthodes qui utilisent des roches. On peut minéraliser le carbone et c'est presque la même réaction chimique que si on a des calcaires, je sais pas les mots exacts, mais dans les déviers, si on a des calcaires, c'est le même process. Et on peut renforcer cette process pour capturer le carbone et stocker. C'est stocké pour jusque, oui, jusque, oui, c'est fini comme ça. OK. Euh, juste quelques exemples. Il y a, il y a plein des projets qui fait des captures de carbone. Euh, it's already working. They're already going. Désolé pour l'anglais. Il y a un grand projet, c'est pas très grand, mais c'est pour cette comment on dit, cette process, c'est un grand projet en Islande. Le carbone est capturé avec des machines, ça s'appelle Direct Air Capture ou DAC. Et puis c'est mis dans la terre, dans les roches, dans les réservoirs basaltiques. I think that's the word. Um, pour rester, c'est minéralisé et ça reste toujours. Um, il y a aussi des méthodes, en anglais on dit enhanced weathering, c'est des roches, de poutres de roches et c'est c'est mis dans dans les dans les fermes et puis c'est un petit peu comme un fertilizer et ça c'est minéralisé aussi dans le sol. Et aussi, il y a des méthodes plutôt technologiques avec le de l'eau avec de l'eau saltwater, seawater. Il y a un projet en Californie qui s'appelle Capture et je je montre ça parce que c'est un projet qui est 5 minutes dans mon maison quand j'étais petite. Euh, ok, attendez. Et ici, il y a c'est en liste des entreprises qui est déjà, toutes les entreprises ici sont actives et ça, c'est, comment on dit,
ça représente toutes les méthodes que j'ai montrées dans le diapo avant. Et ici, c'est un petit peu difficile à voir tout, mais ça, c'est des entreprises en Europe qui est déjà active. Et avec ça, je vais passer la parole à Benjamin. Merci Cara pour ce panorama hyper intéressant et bonjour à tous. Donc là, l'idée, c'est de faire un petit panorama un petit peu de ce qui se passe niveau politique en Europe sur le sujet de l'élimination du carbone. Donc, bon, j'ai mis CDR partout par habitude, mais donc on peut dire aussi EDC, élimination du carbone. Avant d'aller en Europe, je voulais faire un petit passage quand même aux États-Unis, puisque il se passe quand même pas mal de choses là-bas, et notamment, donc, si on veut retenir les éléments essentiels, hein, et c'est pas exhaustif, donc il y a un mécanisme qui existe depuis déjà quelques années qui s'appelle 45Q, qui est concrètement un crédit d'impôt, qui était jusqu'à récemment aux alentours de $50 par tonne de CO2 éliminé de l'atmosphère et stocké de façon permanente, qui vient d'être monté à $180 par tonne avec l'Inflation Reduction Act, qui est ce fameux package de politique climat dont on parle beaucoup en Europe en ce moment, puisqu'il y a certains accents un petit peu protectionnistes. Mais en tout cas, il a cet avantage, c'est qu'il donne vraiment, par ce crédit d'impôt, finalement, un coup de pouce assez considérable à toutes ces méthodes d'élimination du carbone qui sont encore, pour certaines, encore très chères parce qu'elles sont encore un petit peu à l'état de prototype, ou en tout cas de premier déploiement. Il y a un autre élément de policy qui est en discussion en ce moment aux États-Unis, qui est le Carbon Removal Leadership Act. Donc là, ce serait vraiment un mécanisme qui instituerait une commande publique de CDR de la part du gouvernement américain, enfin du département de l'énergie en particulier, qui viserait 10 millions de tonnes par an, dès 2030 en cible. Et c'est actuellement en discussion au Congrès, mais pour l'instant, il y a un soutien relativement, c'est intéressant, bipartisan sur cette mesure. Après, il y a des sujets aussi qui ont été passés récemment, qui est la mise en place alors ils appellent ça des hubs de directeur capture, mais concrètement, ça va potentiellement intégrer d'autres approches également. Donc, il y a 4 hubs qui sont en train d'être déployés aux États-Unis où il va y avoir une concentration d'investissement, de déploiement de projets à proximité justement de sites de stockage, soit par voie géologique classique, soit par minéralisation. Il y a un certain nombre de programmes également de soutien à la R&D qui sont portés par le Department of Energy et par d'autres acteurs. Donc, il y a notamment l'initiative du Carbon Negative Shot qui vise à investir un petit peu sur plein de leviers pour réduire le prix des méthodes de CDR à moins de $100 par tonne d'ici une dizaine d'années. Ça se traduit notamment par différents appels à projets au travers d'ARPA-I, qui est cette agence d'innovation américaine sur le modèle de la DARPA, mais sur les sujets énergie, qui investit beaucoup sur le CDR. D'autres programmes du DOE. Et puis, vous avez l'Académie des sciences et les agences scientifiques liées aux océans et à l'atmosphère, par exemple, qui sont en train de faire des roadmaps, donc par en bon français, des trajectoires de financement de la recherche et développement sur différentes approches de CDR qui seront donc déployées dans l'écosystème universitaire et de recherche. Et à côté de ça, évidemment, c'est aujourd'hui l'écosystème qui est le plus mature en termes de création de startups, d'entreprises sur les différentes approches. Il y a également beaucoup d'investissements. Et puis, il y a des acteurs comme Frontier, par exemple, alors qui est plus sur de la commande du préachat de tonnes, qui a également émergé aux États-Unis et qui a pas mal aidé à faire décoller cet écosystème. Donc, c'est de loin aujourd'hui l'écosystème le plus mature. Mais il y a quand même pas mal de choses intéressantes qui se passent également en Europe. Donc, notamment, pour faire un petit tour, alors hors UE, d'abord chez nos voisins anglo-saxons. Donc aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses qui sont entreprises de l'autre côté de la Manche. Il y a un objectif qui est de 5 millions de tonnes par an d'ici 2030 de ce qu'ils appellent du CDR géologique. Donc, concrètement, c'est des approches qui s'appuient pas simplement sur la nature, mais qui s'appuient sur du stockage permanent. Et l'idée, c'est de faire monter ce volume à 75 à 80 millions de tonnes par an à peu près d'ici 2050. Et il y a quelques objectifs en parallèle sur les approches nature-based, type reforestation, etc. Après, il y a une enveloppe de 100 millions de pounds qui a été allouée sur des programmes de R&D, typiquement donc dans ce qu'ils appellent le Greenhouse Gas Removal Programme. Forcément que nos amis anglais aiment bien faire différemment, donc ils s'appellent pas ça du CDR, mais du GGR, mais concrètement, c'est la même chose. Ils sont en train en ce moment d'avoir une consultation publique sur ce qu'ils appellent le modèle économique du CDR. Donc concrètement, le mot est mal choisi, mais ça veut simplement dire quelles vont être les incitations au déploiement
qui vont être les plus efficaces dans le cas du Royaume-Uni. Donc, est-ce que c'est des crédits d'impôt? Est-ce que c'est des feed-in tariffs comme on avait vu sur les énergies renouvelables? Est-ce que c'est d'autres types de mécaniques? Donc, ça, c'est en train d'être étudié. Et après, il y a un certain nombre de fonds qui ont été alloués sur des 13 sites de stockage, de transport et stockage du CO2 qui vont être équivalents à peu près en capacité, environ 30 millions de tonnes par an de capacité de stockage additionnelle par rapport à ce que le Royaume-Uni possédait déjà aujourd'hui. Ensuite, je vais passer un peu à la partie Union européenne parce que je sais que Sylvain va en parler juste après. Je vais me focaliser peut-être sur qu'est-ce qui se passe dans d'autres États membres à côté. Alors en Allemagne, parce qu'on aime bien en France se comparer à l'Allemagne, c'est pas encore aujourd'hui l'écosystème le plus actif, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une certaine accélération depuis un an ou deux, un petit peu sous les radars. Mais par exemple, le carbon removal est aujourd'hui dans l'accord de coalition de gouvernement allemand, ce qui n'était pas le cas jusqu'à autrefois. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est que ça inclut le stockage géologique qui, jusqu'à très récemment, était un sujet totalement tabou en Allemagne aujourd'hui. Donc, ça préfigure un changement de mentalité. Et ils investissent beaucoup sur des programmes de R&D ciblés, notamment sur du CDR. Notamment, il y a 2 programmes emblématiques qui sont CDR Mare et CDR Terra, qui sont des consortiums de plusieurs universités et labos de recherche pour développer en fait des nouvelles approches de carbon removal sur des approches plutôt terrestres, plutôt océaniques, comme le nom en latin l'indique. Juste à côté, on a la Suisse. Alors la Suisse, ce qui est intéressant, c'est que c'est un écosystème qu'on connaît dans le domaine du CDR, puisque notamment autour de l'ETH Zurich, c'est structuré un écosystème assez intéressant, puisque Climeworks, par exemple, qui est vraiment un des leaders incontestés du DAC aujourd'hui, vient de cet écosystème-là. Donc il y a tout un écosystème qui s'est constitué autour. Mais ils ont également dans l'accord du Conseil fédéral un objectif de CDR de 7 millions de tonnes par an d'ici 2050, dont c'est intéressant 5 millions de tonnes à l'étranger, notamment parce qu'ils n'ont pas beaucoup de surface terrestre ni d'océan en l'occurrence, de capacité de stockage. Mais par contre, ils mettent vraiment l'accent sur les approches technologiques et géologiques et pas uniquement sur les approches nature-based, notamment du fait de leur limitation en termes de scalabilité. Pour aller un petit peu dans les pays du Nord, qui sont hyper actifs au niveau de l'Union européenne. Alors, pour citer quelques exemples, ce qui est très intéressant dans le cas de la Finlande, c'est que c'est probablement le premier pays aujourd'hui qui a un objectif de net négativité, c'est-à-dire d'aller au-delà du net zéro et de dire d'ici 2040, dans leur loi climat qui vient d'être passée tout récemment en 2022, l'idée c'est que la Finlande devienne d'ici 2040 net négatif, donc un puits de carbone net, et ça c'est très important, sans aucun offset, sans aucune compensation internationale, parce que ça pourrait être facilement une facilité, mais l'objectif est vraiment que la Finlande elle-même soit négative en carbone, avec évidemment des objectifs intermédiaires. En Suède, on a probablement aujourd'hui ce qui se dessine comme étant l'écosystème en Europe, mais peut-être même au niveau mondial, le plus mature en termes de gestion d'approche avec du carbone biogénique, donc notamment ce qu'on va appeler la bioénergie with carbon capture and storage, donc la bioénergie avec capture et séquestration du carbone, ou les approches de biomasse avec capture et séquestration du carbone. Et il y a une commande publique qui a été votée, donc en couronne équivalent euro, qui correspond à 170 millions d'euros par an, d'achat public d'émissions négatives via du BECS en Suède, ce qui vaut à peu près à 1 ou 2 millions de tonnes par an entre 2026 et 2046 qui seront achetées par le gouvernement suédois sur cette période. Et avec un potentiel en termes de montée en échelle qui est d'environ 50 millions de tonnes par an sur les filières existantes. Il y a toute la filière forestière et des scieries, etc. en Suède qui donne un potentiel de passage à l'échelle assez intéressant. Et ils ont un objectif de net négativité d'ici 2045. Et puis un petit mot rapide sur la Norvège et l'Islande, qui sont en fait des écosystèmes hyper intéressants puisqu'ils ont des infrastructures de stockage assez considérables, notamment la Norvège a pris un petit peu le leadership en Europe sur le stockage géologique, on pourrait appeler conventionnel, donc dans des anciens réservoirs de pétrole ou de gaz ou des cavités salines. Et donc, il y a notamment les projets Northern Lights dans la mer du Nord, mais la suite de Northern Lights, qui s'appelle Polaris exactement, qui a une taille encore plus importante, qui sont en train d'être développés et d'être plugués non seulement à des projets de capture de CO2 émis en point d'émission, donc sur les cimenteries, etc., mais également à des projets de CDR. Et quant à l'Islande, Cara en parlait un petit peu tout à l'heure, donc le projet Climeworks qui a son usine pilote en Islande s'appuie notamment sur le fait que
il y a un partenariat avec, alors, la légende est mauvaise, mais il y a un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Carbfix, qui fait de la minéralisation in situ, donc il va directement transformer le CO2 en roche dans le sous-sol, qui est la forme la plus stable et la plus permanente de séquestration du CO2 qu'on peut imaginer. Et je passe rapidement là-dessus, mais il y a aussi des choses intéressantes qui se passent du côté des Pays-Bas, du Danemark, de l'Irlande et du Luxembourg. On en parlera peut-être un petit peu dans la conversation, mais je voulais pas durer trop longtemps sur cette partie et passer la parole. Alors, je ne sais pas si je la passe directement à Sylvain ou si je la passe à Karim entre-temps, mais en tout cas, à la suite du programme. Je transmets la parole. Merci, merci Benjamin. Donc, merci à vous pour ces éclairages de contexte général et puis aussi de ce qui se passe dans d'autres pays. Et Sylvain, on t'écoute concernant la situation maintenant en France et des suggestions pour la suite. Super, merci à tous, merci Karim, bonsoir. Donc moi c'est Sylvain Delers, en transition sur la fin d'un doctorat en minéralisation, comme le disait Karim au début, et donc récemment intégré l'équipe de Carbon Gap comme directeur associé sciences et affaires publiques et responsable France. Donc dans cette dernière section du webinaire, ce que je voudrais faire, c'est qu'on regarde cette problématique de l'élimination du dioxyde de carbone par la lunette française et avec une perspective France. Pour voir un peu où on en est et quelles sont les opportunités, les perspectives qui peuvent se dessiner vis-à-vis de cette technique. Alors, donc, tout d'abord, pour commencer, où on en est, je ne sais pas si vous voyez ce bandeau de Zoom comme moi, ou c'est bon sur le slide. C'est bon, je crois qu'on est bon, sinon. D'accord, merci. Oui, donc tout d'abord, où en sommes-nous? Donc en France, on a une feuille de route pour la décarbonisation de l'économie et de nos activités qui inclut pour une petite partie l'élimination du dioxyde de carbone. Donc c'est la stratégie nationale bas carbone qui est dans sa deuxième version actuellement et dont j'ai extrait deux graphiques que vous voyez actuellement à l'écran. Donc, qu'est-ce que nous dit la SNBC2, qui est donc notre feuille de route? Tout d'abord, elle nous dit qu'on vise la neutralité carbone en 2050. C'est important, on y reviendra dans les slides suivantes. Ensuite, on voit que depuis les années 90, on a commencé à décarboner. On estime à peu près une réduction de 23% depuis 1990 de nos émissions en France métropolitaine. Donc, on décarbone, mais malheureusement pas assez vite. Donc, baisser en fait des budgets carbone pour différentes périodes pour essayer de créer cette tendance à la décroissance des émissions. Sur la période 2015-2018, on a eu un dépassement de ce budget. Donc, on n'a pas atteint nos objectifs très concrètement. Et par la suite, donc sur les périodes sur lesquelles on est maintenant et sur les prochaines, on avait un budget initial qui a été révisé justement pour prendre en compte un peu ce dépassement, car évidemment les tonnes dépassées restent dans l'atmosphère et ne disparaissent pas. Donc, c'est un peu quelque chose qu'on va porter tout au long de notre trajectoire. Voilà. Donc, on décarbone, mais pas forcément assez vite. Ensuite, on a un objectif à 2050, donc d'atteindre la neutralité. Comme l'expliquait Greg au début, la neutralité carbone, ça veut dire qu'on émet encore, mais on est capable de compenser l'intégralité de ce qu'on émet par l'utilisation des puits et donc des émissions négatives. Et donc, dans la SNBC 2, on a une décomposition des puits que vous voyez sur la droite de l'écran, qui se base principalement sur la gestion des terres, donc forêts, sols agricoles, utilisation des produits bois pour le stockage long terme et une petite partie de capture et stockage de carbone. Donc, quelques petits commentaires sur cette stratégie et l'horizon 2050 qui est proposé là. D'abord, ce que ça veut dire très concrètement, ça veut dire qu'il faut multiplier par 2 le volume des puits par rapport à aujourd'hui, en capacité totale. Ensuite, on voit que l'utilisation des produits bois est conséquente et concrètement, ça représente une multiplication par 8 de l'utilisation du bois dans la construction par rapport à la situation actuelle. Donc, c'est pas rien. On voit qu'elle s'appuie beaucoup sur la gestion des terres, comme je le disais, donc sol et forêt. Et pareil, comme le disait Greg en introduction, on voit on a vu cet été, je pense que tout le monde a pu le voir, comme les écosystèmes sont mis à mal en fait par le changement climatique et comme leur performance du coup se dégrade. Donc ça veut dire qu'on peut compter sur ces puits évidemment, mais il va falloir peut-être prendre en compte de façon de plus en plus fine les impacts du changement climatique sur la forêt, sur les sols agricoles, sur la production de biomasse en général, qui peut être impacté très sérieusement par la sécheresse chronique, le décalage des saisons, certaines maladies et ravageurs, et également évidemment les incendies qui sont peut-être l'impact le plus visible. Dans la partie capture et stockage du carbone qui apparaît en gris, qui représente environ 15 millions de tonnes à l'horizon 2050, il faut noter que dans la version 2 de la SNBC, on mélange encore un peu ce qui est
CCS, donc comme l'expliquait Greg en début, et émissions négatives à proprement parler. Donc ça, c'est probablement une confusion qu'on va pouvoir améliorer dans la prochaine version de la SNBC pour s'aligner sur les standards un peu internationaux et européens de la définition des différentes méthodes et justement ensuite des différents crédits et ce qu'ils représentent vraiment pour le climat. Il faut noter aussi qu'on n'a pas beaucoup de détails sur le stockage géologique qui est nécessairement mis en œuvre sur la partie CCS et BECS. On a des réservoirs potentiels en France et dans la SNBC2, on privilégie a priori les réservoirs onshore, donc c'est-à-dire en France métropolitaine. Un des gros réservoirs potentiels se trouve dans le bassin parisien. Donc, ça pose quelques questions quand même sur l'acceptabilité sociale de ce genre de projet. Et donc, est-ce qu'il n'est pas temps aussi dans une nouvelle version de peut-être de mieux définir ces réservoirs géologiques, d'explorer plus sérieusement l'option offshore également. Voilà. Et en fait, il faut noter que cette SNBC2 a été construite, on peut dire, principalement avec une approche conservatrice un peu, en essayant de privilégier les techniques très bien connues pour avoir une approche crédible. C'était un peu, on va dire, l'approche globale. Alors ensuite, je voulais faire un détour un peu par le cas finlandais, encore une fois que Ben a mentionné, pour interroger un peu cette cible de la neutralité carbone en 2050 et est-ce que c'est vraiment un objectif raisonnable pour la France. Donc, comme l'a dit Ben juste avant, les Finlandais ont fait un travail et ils sont arrivés à la conclusion et ils ont voté une loi donc en 2022 pour concrétiser cet objectif d'atteindre la neutralité carbone dès 2035 et dès 2040 de passer dans un bilan net négatif pour commencer à recapter plus de CO2 qu'ils n'en émettent. Donc, ça, c'est leur objectif. Les objectifs sont, il est vrai, très propres à chacun des pays. Ce qui est intéressant, c'est de regarder comment ils sont arrivés à cet objectif-là et quelles méthodes ils ont utilisées. Donc là, j'encourage les participants, après le webinaire, éventuellement, d'aller voir ce papier. Je vais mettre un lien dans le chat, qui est un papier du panel finlandais sur le changement climatique, où ils ont détaillé la méthodologie. Donc la question qu'ils se sont posée, c'est depuis le rapport spécial du GIEC sur l'objectif de 1,5 degré qui était paru en 2018, on a une idée de ce qu'on appelle le budget carbone restant, globalement, jusqu'à ce qu'on atteigne 1,5 degré. Donc, à partir de 2018, ce budget il est estimé environ à 420 gigatonnes de CO2 qu'on peut encore dépenser, entre guillemets, pour rester sous la barre des 1,5 degrés. Et donc, eux se sont posé la question, comment on utilise ce budget ou comment on le répartit. Et donc, il y a trois principes qui sont. Le premier, c'est le principe d'équité plate, on pourrait dire. Donc, le principe, c'est que tout le monde a le droit à la même quantité de carbone de 2018 jusqu'à l'objectif de 1,5 degré. Et si on prend à peu près les statistiques de la population mondiale, ça donne environ 43 tonnes de dioxyde de carbone qui peut être dépensé par personne. Pour la Finlande, ça correspond à peu près à un objectif d'atteindre la neutralité carbone entre 2037 et 2039. Donc, c'est un budget qui serait épuisé environ en 5 ans et on aurait besoin ensuite de recapter du carbone pour compenser. Ensuite, un deuxième principe, c'est cette même équité. Tout le monde a le droit à peu près à la même quantité de CO2, mais ajustée aux moyens financiers. Donc, ça veut dire très concrètement qu'on fait un calcul sur la base du PIB des différents pays et on ajuste les pays riches ayant droit à moins de tonnes de carbone à dépenser, étant donné qu'ils ont des moyens plus importants pour s'adapter et pour développer des méthodes de captation. Donc, en suivant ce principe, ça donne un objectif pour la Finlande d'une neutralité à l'horizon 2034. Et enfin, le dernier principe, c'est cette même équité, mais en incluant les émissions historiques. Donc, ça veut dire qu'on prend une période, par exemple, 1990-2050, et on répartit équitablement les émissions. Donc, évidemment, les pays qui ont déjà émis beaucoup de CO2 ont entamé leur budget plus sérieusement que les autres, et par conséquent, ils ont un budget restant qui est plus faible. Dans ce cas-là, pour la Finlande, on a déjà un budget négatif, c'est-à-dire qu'on a déjà dépassé le budget, et à partir de maintenant, il faut recapter beaucoup plus de CO2 pour se recréer un budget, entre guillemets. Donc là, j'étais sur le cas de la Finlande, mais dans le même papier, ils ont fait l'exercice pour l'Union européenne. Donc un peu dans les grandes lignes, parce qu'évidemment, c'est un plus grand territoire avec des estimations un peu plus vagues peut-être, mais l'exercice est le même, avec les mêmes principes. Et donc, le principe d'équité, ça nous donne un budget qui est épuisé en 5 ans pour l'Union européenne. Donc, ça veut dire qu'il faut atteindre la neutralité carbone en 2036, puis ajouter chaque année 88 millions de tonnes d'élimination du dioxyde de carbone. L'équité ajustée aux moyens financiers, ça nous donne une cible à 2034 pour la neutralité carbone, puis ajouter chaque année 132 millions de tonnes d'élimination du dioxyde de carbone. Et de la même façon que pour la Finlande, si on adopte l'équité avec les émissions historiques, le budget est également déjà dépassé
Et donc, on vise une neutralité carbone en 2021, puis un ajout de 320 millions de tonnes par an d'émissions de dioxyde de carbone. Donc ça, c'est une figure très théorique, mais c'est juste pour illustrer ce dernier scénario pour l'Union européenne, en prenant en compte les émissions historiques. Et vous voyez la trajectoire théorique, hein, j'insiste, c'est très théorique, mais vous voyez les volumes un peu d'élimination de dioxyde de carbone qu'il faudrait mettre en place si on voulait tenir ce genre de principe et de distribution du carbone, du budget carbone restant. Alors ensuite, je voulais montrer aussi que l'écosystème européen bouge, comme a commencé à le montrer Ben, et construit l'écosystème favorable à l'élimination du dioxyde de carbone. Donc il y a d'abord eu une communication de l'Union européenne en 2021 sur les cycles durables de carbone. Cette communication mettait en avant les puits naturels et technologiques, c'est important, une priorisation claire des stratégies, d'abord décarboner, ensuite l'utilisation du carbone recyclé et enfin l'élimination du dioxyde de carbone. On va passer vite sur les cibles. Ce qui est important, c'est qu'il y avait une différenciation très claire du carbone en fonction de son origine, biogénique, fossile ou atmosphérique. L'Europe a également l'Innovation Fund, qui est donc un mécanisme de financement assez puissant avec de gros volumes, de grosses enveloppes, qui donc finance des projets innovants pour le climat. Et donc, dans les projets qui ont déjà été financés, il y en a 2 à mettre en avant, qui sont donc de l'élimination du dioxyde de carbone. Donc, le Stockholm Energy, donc c'est du BECCS, donc de la bioénergie couplée à de la capture de carbone et de la séquestration. Et le terminal Coda de Carbfix, qui va donc être un terminal portuaire en Islande pour recevoir des tankers de CO2 de différents pays et avoir un dispositif de stockage sur place pour minéraliser le carbone. Ensuite, la question de la commande publique et de l'intégration au marché ETS de l'Europe est posée déjà, et un rapport est attendu d'ici 2025 sur l'intégration de l'élimination du carbone dans l'ETS. Très récemment, en novembre, il y a l'application du CRCF, donc Carbon Removal Certification Framework de l'Europe, qui dessine un peu les grandes lignes du mécanisme qui va nous permettre de certifier les crédits carbone associés à l'élimination du dioxyde de carbone. Donc, je vais passer vite sur les détails. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est une pièce maîtresse, on va dire, de l'écosystème, car ça va créer la confiance pour créer la demande et donc l'injection financière dans l'élimination du dioxyde de carbone et donc donner de la visibilité aussi aux investisseurs pour se lancer dans ces projets. Donc, c'est un mécanisme qui a été proposé, il va être discuté avec le Parlement européen et on espère éventuellement un vote d'ici 2023 ou maximum 2024 pour avoir ce mécanisme en place. Parce que le temps passe. Ensuite, ce qu'on voulait mettre en avant ce soir aussi, c'est que la France a de nombreux atouts pour mettre en place l'élimination du dioxyde de carbone. Donc, on a d'abord des ressources conséquentes. On a la première surface agricole utile en Europe. Donc, ça nous ouvre beaucoup d'options sur la gestion du carbone dans les sols, adapter les méthodes agricoles. 4e surface forestière d'Europe. Donc, pareil, gros potentiel forestier qui est déjà bien sollicité dans la SNBC2, voir comment ça va évoluer dans la prochaine version. 2e plus vaste domaine maritime exclusif au monde. Donc, ça veut dire qu'on a un gros potentiel pour mettre en place de l'élimination du dioxyde de carbone basé sur l'océan. Une électricité faiblement carbonée, relativement, par rapport aux autres pays. 3e en Union européenne. Ensuite, on a un important gisement de chaleur fatale aussi, qui est une source d'énergie qui peut être très utile, par exemple, pour la capture directe dans l'air, en fonction des méthodes utilisées. Et on est la 7e économie mondiale, donc ce qui montre quand même qu'on a une capacité à investir dans ce genre de technique qui est supérieure à d'autres pays. Ensuite, on a des compétences industrielles, agricoles, un appareil de recherche et un écosystème d'entrepreneurs très actifs. Donc là, je voulais mettre en avant le club CO2, qui est un club d'entreprises et de chercheurs qui travaille jusqu'à maintenant beaucoup la question de la capture et du stockage du carbone, mais qui est en train d'embrayer sur l'élimination du dioxyde de carbone également. Donc voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui ont du savoir-faire, hein, Air Liquide, Axens, Total, avec le projet de stockage qui avait lieu à Lac en 2010. Voilà, beaucoup de ce côté-là. Et on a un poids diplomatique aussi qui est non négligeable, donc avec le rôle du couple franco-allemand dans la gestion de l'Union européenne. L'accord de Paris a été signé en France. On a eu aussi des initiatives reconnues comme le 4 pour 1000. J'avance, dernière slide, on va pouvoir passer aux questions. Aussi mettre en avant qu'il y a des opportunités économiques associées au déploiement de l'élimination du dioxyde de carbone. Donc, je vais passer très vite. Il y a eu un marché volontaire qui a créé un vrai changement depuis 2020 sur la stimulation de la filière. Et dans le futur, on anticipe un remplacement ou un complément par le marché réglementé avec des volumes significatifs estimés. Évidemment, c'est des estimations à 2050, donc c'est approximatif. Mais on estime que jusqu'à 1 000 milliards d'euros, ça pourrait être le volume de ce marché à l'horizon 2050.
Donc voilà, pour conclure, je voulais signaler qu'en France, donc en ce moment, il y a un processus qui est en cours de révision des lois cadres énergie et climat, donc de la stratégie française énergie-climat. Et la France, avec ce processus, est un peu à la croisée des chemins. On a vu qu'on a un consensus scientifique très fort. L'élimination du dioxyde de carbone est indispensable. On a vu qu'on a une responsabilité historique, économique, avec des moyens supérieurs à d'autres pays, et diplomatique. On a vu qu'on a un environnement qui bouge très rapidement autour de nous, entre l'Europe et les pays voisins, qui chacun, disons, ont des approches différentes, mais se mettent à l'élimination du dioxyde de carbone. Et enfin, on a des atouts considérables pour mettre en œuvre ça. Donc voilà, avec ça, on voulait suggérer qu'il est temps peut-être pour la France, à l'occasion de ce processus de révision, de se mettre à considérer l'émission du dioxyde de carbone et construire une stratégie. Je m'arrête là parce que je pense que le temps tourne, donc je te rends la parole, Karim. Merci Sylvain. Écoutez, j'espère qu'on vous a, on va prendre le temps qui reste pour répondre à vos questions qui ont été posées. Donc merci pour vos questions. Juste avant, je voulais en profiter pour vous dire qu'on a diffusé. Donc j'espère qu'on a pu vous intéresser au sujet, éveiller votre attention et votre curiosité, et puis votre envie de nous aider. Donc pour ceux qui souhaitent aller plus loin et puis nous rejoindre Open Air et puis les autres organisations partenaires de l'événement pour faire en sorte qu'on se dote en France de politiques ambitieuses, dignes de nos ambitions climatiques et de nos moyens et de notre responsabilité historique, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire qu'on a diffusé dans le chat. Et de toute manière, on vous l'enverra également en lien aux gens qui sont inscrits au séminaire, ainsi que les slides présentés. Donc, aidez-nous, mobilisons-nous sur le sujet, ça vaut le coup, et il y a une fenêtre d'opportunité pour convaincre nos législateurs et nos politiques sur le sujet dans les mois qui viennent. On va peut-être passer rapidement, essayer de répondre à certaines des questions. Donc, il y a eu quelques réponses par écrit, mais on a quelques questions ouvertes par mail. On va commencer par une question de Pierre sur est-ce qu'il n'y a pas une déconnexion entre le besoin en fait montré par Sylvain d'émissions négatives, d'élimination du carbone et puis les potentialités. Benjamin, tu crois qu'on va réussir à atteindre tous ces objectifs? Alors, je peux répondre, je suis curieux de savoir ce qu'en pensent les autres aussi. En fait, ce qu'il faut qu'on arrive à faire au niveau mondial, c'est qu'il faut qu'on arrive à construire en 3 ou 4 décennies une industrie qui doit faire la même taille, voire même qui doit être plus grande en volume que l'industrie pétrolière et minière, mais fonctionnant en sens inverse. Et on n'a jamais fait ça dans l'histoire de l'humanité, de construire un secteur entier from scratch aussi rapidement. Donc oui, l'effort est colossal. Après, on est vraiment au début, on sent vraiment une accélération des investissements, du nombre de personnes qui travaillent sur le secteur, etc. Il ne faut pas garder à l'esprit que si certaines approches, alors voilà, les approches naturelles, elles sont déjà relativement, elles sont matures et on sait qu'elles sont suffisamment peu chères, mais les approches technologiques notamment, l'idée c'est de répliquer ce qu'on a vu sur ce qu'on appelle les courbes d'expérience, les learning curves qu'on a vu dans le solaire, dans l'éolien, dans les batteries, etc., où avec le déploiement et à force de faire, on réduit les coûts par acquis d'expérience, par amélioration des technologies avec le temps. Simplement, là, il faut qu'on le fasse dans une période encore plus rapide que ce qu'on a fait sur le solaire et les batteries. Donc, oui, c'est faisable. Est-ce qu'on va être pile dans les temps et qu'on va arriver pile en 2050 ou on va dépasser un petit peu? On va voir. Mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas une seconde à perdre et que donc, quand j'entends parfois des gens dire « Oui, est-ce qu'il ne faut pas d'abord décarboner et on fera tout le reste après ?» La réponse est non. Il faut qu'on fasse les deux en même temps et très, très vite si on veut avoir une chance de tenir des objectifs climatiques. Okay. Des compléments par les autres panélistes sur ce sujet, l'adéquation ambition versus possibilité? Peut-être une différence entre ce qu'il faut faire et l'émergence de l'industrie pétrolière, même si les volumes sont corrects, c'est que c'est un ensemble de techniques avec différents niveaux de maturité. Il y a des choses qui existent déjà et qui peuvent être faites rapidement, la gestion des sols, des choses comme ça, c'est des choses qui peuvent être faites relativement rapidement. Et donc oui, les volumes à atteindre sont grands et le taux de déploiement est extrêmement grand, mais on peut aussi imaginer une stratégie où on utilise d'abord les choses les plus matures et qui peuvent être mises à l'échelle, quitte à ce qu'elles ne soient pas forcément aussi performantes que ce qu'on pourra faire plus tard, et ce qui permet d'avoir un peu plus de temps pour développer le reste en parallèle. Okay. Merci Greg. Alors, question de Malcolm, plus pratique sur comment faire. Donc, est-ce qu'on doit imaginer des fiches méthodes pour les différentes méthodes, BEX, Biochar par exemple, est-ce qu'il y a des fiches en cours d'élaboration? Ce serait sans doute une bonne idée, mais comment ça pourrait être l'objet d'une suggestion et d'une interpellation typiquement de l'ADEME, je pense. Qu'en pensez-vous?
Si vous voulez, je peux répondre à celle-là. Vas-y, Sylvain. Donc, il y a beaucoup de ressources qui existent déjà. Donc, les fiches dont on parle dans la question, je pense qu'il y en a une grande partie qui existe déjà. Ce qui est vrai, c'est qu'une grande partie du contenu aujourd'hui existe en anglais. Donc, nous, on a commencé avec le groupe qui est là ce soir, un peu en juillet dernier, on a publié une première note en français pour essayer de commencer à avoir plus de contenu en français. Mais on peut trouver ce genre de fiches sur détailler comment chaque méthode peut se mettre en œuvre, comment elle fonctionne, ses avantages, ses inconvénients. Aussi son niveau de maturité pour voir si elle peut déployer aujourd'hui ou plus tard. Au jour d'aujourd'hui, peut-être que moi j'aurais tendance à dire que la technique est connue, elle est documentée, on sait à peu près sur chaque méthode où on en est et quels sont les besoins de recherche pour complémenter celles qui sont les moins avancées. Ce qui manque, c'est plus une visibilité, une vision, parce que notamment pour que les investisseurs puissent se lancer et créer des projets pilotes, des installations, pour qu'aussi le public puisse voir ces choses-là à l'œuvre et peut-être être rassuré en voyant comment ça fonctionne. Donc voilà, j'aurais tendance à dire, pour répondre à la question, que les fiches existent, c'est à peu près, on sait à peu près bien où on en est. C'est ça qu'on cherche à transmettre aussi avec ce genre d'événement. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est une prise de position, une vision peut-être de la part des pouvoirs publics, notamment. Ok, merci Sylvain. Une question de Mathieu Bonin sur la quantité d'énergie. Tout ça, ça va consommer beaucoup d'énergie. Est-ce qu'on a des estimations? Où est-ce qu'on va trouver toute cette énergie? Je ne sais pas qui veut tenter de répondre à cette question. Greg, est-ce que tu sais s'il y a des estimations exactes ou pas là-dessus? Par technique, oui, il y a il y a des estimations. Je crois à vue de nez, 1 milliard de tonnes de CO2 enlevées par du DAC avec les techniques actuelles, hein, donc sans prendre en compte trop de progrès, c'est à peu près 1% de la demande d'énergie finale. Donc il y a des techniques qui sont plus énergivores que d'autres. J'ai pas les chiffres pour tout. Après, ça reste quand même pas des quantités extraordinaires et les différentes techniques ont différents potentiels. Donc c'est un tout petit peu difficile d'avoir une réponse pure. Si je peux rajouter juste là-dessus rapidement, en effet, il y a des estimations, hein, notamment pour la capture directe dans l'air, qui est un peu l'exemple emblématique parce que ça consomme énormément d'énergie, étant donné que thermodynamiquement, c'est très défavorable. Donc, il y a des estimations, mais ça parle pas trop parce qu'en général, c'est des gigajoules par tonne de CO2. Bon, ça parle pas trop. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est des techniques qui sont encore un peu dans leur enfance. Donc, des fois, on voit des analystes qui font des extrapolations de ces chiffres pour, par exemple, recapter toutes les émissions qu'on a aujourd'hui avec ces techniques, et ça donne des chiffres astronomiques qui effrayent tout le monde. Ça n'a pas beaucoup de sens parce que d'abord, on va jamais recapter ces volumes-là, parce que l'objectif, c'est d'abord de décarboner. Et deuxièmement, les performances de ces techniques, elles sont encore dans l'enfance, donc elles vont s'améliorer. Il y a des rapports là-dessus de prospective, notamment de third derivative, qu'on pourra mettre le lien, qui montrent comment ces courbes ces performances énergétiques peuvent s'améliorer significativement dans les années à venir. Et peut-être pour rajouter un point là-dessus, je pense que donc il faut vraiment séparer les différentes approches. Il y a certaines approches qui n'ont pas besoin a priori d'input énergétique, c'est certaines approches dans la minéralisation par exemple. Alors après, si on augmente le procédé, ça peut rajouter des inputs énergétiques et il faut prendre ça en compte. Le DAC, c'est vrai que c'est l'approche la plus énergivore, et c'est vrai que si on prend certaines techniques et certaines entreprises actuelles, et si on extrapole leur consommation énergétique sur 1 milliard de tonnes, on arrive à peu près à 3 fois la consommation électrique de la France pour 1 milliard de tonnes, par exemple. Mais c'est les premiers procédés. Et on va avoir parfois des procédés qui vont réduire ce besoin énergétique. Et surtout, voilà, Sylvain l'a très bien dit, il ne faut pas forcément prendre les règles de 3 de certains influenceurs sur LinkedIn qui font des calculs sur le retrait de toutes les émissions historiques de la France ou du monde sur la base de données qui datent de publications d'il y a 10 ans, par exemple. Et donc, il faut faire attention un petit peu avec ce genre de calcul et partir non seulement de ce qu'on a aujourd'hui, mais de l'évolution des techniques et de bien séparer les calculs par différents approches du portefeuille, quoi. Très bien. Bah, écoutez, je vois qu'on arrive à la fin. Une dernière question avant de conclure. Donc, sur le quid du rachat d'émissions négatives par la Commission, notamment rémunérée par l'ETS. Est-ce que l'un d'entre vous aurait un éclairage là-dessus? Je crois que c'est en réflexion pour le moment, à ma connaissance. Oui, alors là, je n'ai pas beaucoup plus d'informations à donner, mais ce qui est sûr, c'est que comme on a cherché à le montrer, donc l'Europe, elle a une vision claire, beaucoup plus que certains pays, sur la mise en œuvre en fait de l'élimination du dioxyde de carbone dans son portefeuille de techniques de la décarbonation. Donc, pour mettre en œuvre cette vision, elle est en train de se doter des différentes briques. Donc, le mécanisme là, de certification qui a été publié il y a quelques jours est une brique essentielle. Et tout ça vise très probablement, en effet, à intégrer l'élimination du dioxyde de carbone au marché ETS. Après, ça pose beaucoup de questions parce que, notamment à l'occasion de la publication du CRCF, il faut vérifier et certifier les crédits pour savoir d'où ils viennent, quelles sont leur nature exacte pour pouvoir les différencier. Comme on a dit, les techniques, elles ont des différences importantes. Mais il faudrait aussi probablement essayer de suivre l'utilisation de ces crédits jusqu'à
jusqu'à leur utilisation finale. Et pourquoi ils sont utilisés? Parce qu'il y a certaines utilisations qui sont plus désirables que d'autres. On ne va pas chercher à compenser, par exemple, des activités basées sur les combustibles fossiles qui pourraient être facilement décarbonés par des crédits d'élimination du dioxyde de carbone. Donc, cette intégration va sûrement se faire, ça va prendre un petit moment, et toutes ces questions vont devoir être posées et résolues pour que ce soit bien fait, parce que comme l'a dit, je ne me rappelle plus qui a dit, mais le marché de l'offsetting a laissé un peu des traces dans les mémoires, et donc je pense qu'avec l'élimination du dioxyde de carbone, toute la communauté cherche à faire quelque chose de propre dès le début. Voilà. Très bien. Merci Sylvain, merci à tous nos panélistes et surtout à vous qui nous avez suivis pendant cette heure. J'espère que le sujet vous intéresse. Contactez-nous, soit directement, vous pouvez contacter tous les panélistes individuellement si vous souhaitez, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn notamment. On a mis un formulaire pour ceux qui veulent aller plus loin et nous rejoindre dans cette aventure pour promouvoir l'élimination du carbone en France. Bonne soirée à tous et à bientôt. Merci. Au revoir tout le monde.